Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de Star Trek Discovery, donc 8e épisode de cette saison 5. Moi je m'appelle le Cyborgien et si je fais cette vidéo c'est pour vous faire partager ma passion. Donc 8e épisode de la saison 5, intitulé Labyrinthe. Et le titre de l'épisode, pour fun fact, ça me fait penser à rien à voir avec Star Trek. Il y a un film dans les années 80 qui est sorti avec David Bowie. Et ça m'a fait directement penser à ça. Oui, celui-là, quoi. Film, alors je veux pas être méchant, mais c'est pour moi, c'est peut-être un nanar où je regarde maintenant avec le sourire aux lèvres. Mais putain, mais quand j'avais 8 ans, ce film faisait de l'effet. Je veux dire, ce film, ça doit être une lettre de Proust ou une pastille régressive pour beaucoup de gens. Et donc, ça s'appelle Labyrinthe. C'est de Jim Henson, donc le papa du Muppet Show, avec David Bowie et Jennifer Connelly. Je crois, c'est ça? Ouais, Jennifer Connelly toute jeune. C'est une sorte de conte de fées avec une vibe années 80 avec des marionnettes sorties tout droit du Muppet Show en guise de créatures merveilleuses. C'est un peu spécial. Enfin, ouais, le film me fait marrer parce que pour moi c'est un petit nanar et pour beaucoup de personnes, je sais que c'est un petit peu de manette de Proust. Ah oui, j'avais zappé. Il y a aussi un film qui s'appelle Labyrinthe avec Dylan O'Brien. Il y a un deuxième avec le remède mortel, je crois. Mais là, j'étais déjà trop vieux. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc, Labyrinthe, dans Star Trek Discovery, top de remettre un contexte. D'abord, résumé. Quand Burnham est piégé dans un paysage mental conçu pour tester ses capacités à récupérer la puissante technologie des progéniteurs, Book, Rainer et l'équipage du Discovery doivent repousser les brines assez longtemps pour qu'elles puissent s'échapper. Donc avant toute chose, voilà, en guise de préambule, mon avis c'est, j'ai adoré l'épisode. Le seul bémol que j'ai, c'est que c'est le genre d'épisode que j'aurais voulu avoir en milieu de saison et pas vers la fin. Oui, parce que là on parle quand même du 8e épisode, donc c'est l'antépénultième ou antépénultième, je crois. La QV fait 10, là on en est au 8ème, donc il reste plus que 2 épisodes. Oui, c'est que d'un côté, je suis un peu frustré que ça n'arrive seulement que maintenant, genre pratiquement vers la fin, il reste plus que 2 épisodes quand même. Et de l'autre côté, je suis content de voir que, en fait, il y avait un crescendo. Ce que je redoutais au début, oui, en gros, c'est que les épisodes un petit peu faiblards qu'on a eu en amont, vers le début, ça servait uniquement à construire un crescendo qui va nous amener au dernier acte de cette QV. Donc en gros, c'était structuré et c'était pas seulement 10 épisodes de l'honneur, comme je le craignais au début. Et ce labyrinthe-là confirme bien une tendance que je soupçonnais la semaine dernière, c'est-à-dire que les Breen s'affirment ici comme une sorte de race antagoniste de l'équipage que l'on suit. Grosso modo, que les Breen s'inscrit dans une tradition triquielle, je dirais, qu'il y a eu depuis TOS. C'est qu'en gros, chaque série présentait une sorte de race extraterrestre, un petit peu alter ego maléfique des héros que l'on suit. Oui, les Klingons pour TOS, les Borg pour TNG et les Cardassiens pour Deep Space Nine. Je ne vous refais pas la vidéo de la semaine dernière. Bon les Breen, c'est dans cette catégorie-là, ce serait donc l'espèce d'alter ego maléfique au Discovery. Dans le sens où les Breen ont beaucoup de rapports à voir avec les Borg et je dirais les Klingons, où la Fédération est connue pour tenter de s'étendre via système d'alliance entre planètes, entre races, alors que les Breen sont plus proches des Klingons et des Borg. Ils ne cherchent pas à cohabiter, ils cherchent à s'imposer. Il y a une sorte de... ça fonctionne comme une sorte d'empire. C'est le système de fonctionnement des Breen. Et en même temps, il y a leur apparence un petit peu armure mécanique, je dirais, qui se rapproche pas mal des Borg. C'est que visuellement, en fait, les Breen sont aussi charismatiques que les Borg. Visuellement, j'entends. Et visuellement, j'entends. Visuellement, parce que les Borg... le système de société des Borg, c'est un croisement entre les fourmis et un virus. Alors que les Breen, c'est pas tout à fait ça. J'ai l'impression que c'est plutôt un croisement entre donc les Vikings et l'humanité au Moyen-Âge. Oui, parce qu'avec leur système de parler respecter et de religion, ça rapprocherait plutôt ça des Klingons. Mais de l'autre côté, il y a aussi un système de féodalité. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de maître. Euh, Roi et donc de serviteur. Mais encore une fois, c'est encore sommaire. Il n'y a pas assez d'épisodes dans cette QV pour vraiment comprendre les méandres de cette race-là. Alors, sinon, dans le résumé, quand on parle de paysage mental, c'est une bonne formule, je dirais. Parce qu'effectivement, on voit un personnage, donc Burnham, qui doit mener une mission, déchiffrer un code, qui doit... si j'en décris plus, je spoil. Mais qui se retrouve dans un espace spirituel, paysage mental. C'est une jolie formule du coup. Me casse la tête, essayer de décrire tout à l'heure comment décrire le lieu où se trouve Burnham dans l'épisode. Parce que le paysage mental, bah,
La visualisation la plus moderne, je dirais, c'est les scènes de l'architecte dans Matrix. Oui, dans Matrix Reloaded, donc le 2, nous voyons donc notre personnage Neo être dans un lieu, dans une pièce, dans un endroit un petit peu hors du temps, hors de la matrice en tout cas, devant un personnage, être confronté à un personnage énigmatique qui lui pose des questions, qui le met au pied du mur et qui lui propose plusieurs options. Et là, je dois avouer que c'est un petit peu pareil avec Burnham, parce qu'elle se retrouve devant un personnage un petit peu énigmatique, qui a les traits d'un personnage familier, et elle doit faire les choix pour mener à bien sa mission. Plus comme Neo avec l'architecte, quoi. Ça, c'est parce que Matrix est plus populaire que Star Trek, alors que cette séquence-ci, ben, elle est récurrente dans Star Trek également. J'ai pensé, moi, au premier épisode de Star Trek Deep Space Nine, où donc le Captain Sisko entre en communication avec une de peuple extradimensionnel. Ça, vraiment, mes souvenirs sont lointains. Je ne sais plus si ce sont les oracles ou si ce sont juste les deux mignonnets qui entrent en contact avec lui pour la première fois. On voyait donc Cisco, le capitaine de Deep Space Nine, voyager à travers ses souvenirs pour répondre aux questions de ces êtres dimensionnels. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est une évolution du personnage qui a lieu en 7 ans. Hein. Ça ne peut pas se raconter en 2 ou 3 minutes. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé cette semaine de cet épisode de Star Trek Discovery? Bah, moi, totalement convaincu. C'est le premier épisode de cette QV-là où je me dis il y a énormément plus de qualité, de choses que de défauts en fait. Pour une fois, c'est. Ah, j'avais du mal à défendre pas mal cette saison-ci au début en disant ouais, il y a 2-3 trucs qui sont sauvables. Et là, c'est le contraire en fait. Il y a 2-3 trucs qui clochent. Mais sinon, c'est largement positif. J'ai vraiment été laissé emporter, vraiment, totalement, par cette histoire de image mentale où elle doit répondre à des questions qui sont pas évidentes, où c'est vachement tortueux. Il y a aussi un petit côté Indiana Jones, la dernière croisade. Pour Indiana Jones, la dernière croisade, je pense au dernier acte, quand, oui, dans ce fameux acte, on voyait donc Indiana Jones qui retrouve un individu qu'on soupçonne être le dernier des croisés, le dernier chevalier des croisades, qui lui pose des questions pour que celui-ci retrouve le Graal, la fameuse coupe qui a recueilli le sang du Christ. Bah là, on se retrouve avec la même ambiance. Mais là, vraiment. Donc, il y a vraiment... pour ceux qui ne connaissent pas Star Trek, il y a ces deux références-là, donc Matrix Reloaded et Indiana Jones la dernière croisade. Pour ceux, par contre, qui ont déjà vu Star Trek, plusieurs séries Star Trek, là, ce sera pas inconnu non plus. Moi, j'ai pensé à Star Trek Deep Space Nine, donc l'épisode de pilote de l'émissaire. Et là, je me suis vraiment laissé emporter. Hein. J'ai vraiment pas eu le temps passer. Au contraire, l'action se passe sur 2 temps, mais qui ont chacun des répercussions l'un à l'autre. Je veux dire par là, c'est que quand les Breen attaquent, Burnham est dans son image mentale. Donc il y a un côté un petit peu simulation par ordinateur à la Matrix, vraiment, dans le sens où ils ne peuvent pas sortir Burnham, sinon bah, elle est coupée de tout lien et donc elle est cliniquement morte, mais vraiment genre en Matrix style. Disons qu'il n'y avait pas d'intrigue secondaire ou tertiaire qui parasitait l'ensemble, comme j'ai pu le voir, comme j'ai pu le constater dans les premiers épisodes. Donc là, c'était vraiment le pied total, vraiment du début à la fin. Dans les trucs qui clochent, c'est très ponctuel, je dirais, et c'est même pas en lien avec les précédents. Je dirais que c'est des petits détails dans le genre où certains personnages secondaires, dans les brines en fait, ben, ont des évolutions qui... Ah, ça n'aurait même pas pu être traité dans d'autres épisodes, mais pour moi, c'est vraiment le défaut des QV à la Netflix. C'est vraiment du streaming. C'est vraiment ça. C'est que du coup, les épisodes ne peuvent pas respirer, ne peuvent pas avoir une durée de plus... Ah, je dirais que c'est un problème d'écriture. Je dirais que tous les petits défauts, en fait, c'est comme s'ils avaient relégué, mais vraiment mis de côté, tout compilé dans un endroit de l'épisode, bah, tout ce qui collait pas avec le milieu du segment, et du coup on se retrouve avec un passage entier où bah, c'est un peu abrupt. Je pense à la fin. Il y a 5-10 minutes à la fin où on a l'impression que c'est tout compilé, où tous les thématiques qui n'ont pas pu être traitées au cours de l'épisode ben, sont traitées dans le dernier, enfin vraiment dans les dernières minutes. Alors que tout ce passage-là, ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Du coup, là, c'est ma seule réserve. Sinon, le restant, tout l'épisode, ouais, ce labyrinthe, rien à redire, mais vraiment,
C'est pour ça que je suis frustré, c'est parce que j'aurais voulu que cet épisode-ci soit le 5e, limite 6e, pas le 8e quoi, parce que du coup on a l'impression bon ben voilà c'est bon quoi, le dernier va être dans dans ce souffle-là. C'est un petit peu mon ressenti. C'est bon quoi, dans les deux derniers, on sait à peu près dans quelle direction se dirige cette QV. D'accord, ok. Donc tous les défauts de cet épisode-ci, c'est parce que je suis frustré. Ils ont réussi à faire de Brin des personnages charismatiques. Ils ont réussi à faire des Brin des personnages intéressants. J'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur leur fonctionnement. Justement, comment fonctionne cette société. Qu'est-ce qui fait que la fédération a tant de mal. J'aurais voulu que ce soit exploré. Or, c'est juste suggéré, mentionné dans l'épisode d'avant, mais on n'en sait pas plus. Or, maintenant qu'on a entrevu l'intérieur de cette société, j'aurais voulu voir un petit peu plus de ça. C'est un petit peu une fin ouverte, quoi. J'aurais voulu qu'il y ait un petit peu plus, genre, peut-être une spin-off de Star Trek Discovery, où justement, entièrement porté sur la lutte avec les Brines. Parce que là, c'est trop peu, à mes yeux, c'est trop peu. Donc voilà ma chronique sur Star Trek Discovery, épisode donc Labyrinthe, 8e de la saison 5. Bon, bah, moi, totalement convaincu. Ça me permet vraiment d'avoir une note globale positive sur la saison entière grâce à ce segment-là. Que ça a mis un max de temps à démarrer cette saison 5 et je suis content que ça réussisse quand même à retrouver un petit peu de tonus qui manquait tant au début. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Bonne journée à tous, à plus!